Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal télévisé de 22 heures. Au programme ce soir, les principaux faits marquants de la journée à suivre dans nos titres. Le 50e anniversaire de l'alphabet Afar avec la clôture d'un colloque historique. Et au Liban, la ville de Nabatieh peine à retrouver la normalité. Restez avec nous pour plus de détails avec ce court résumé. Bienvenue dans cette édition du 1er décembre 2024. Merci de nous accueillir chez vous. Nous commençons ce journal avec un message de félicitations adressé par le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, à son homologue des Émirats arabes unis, cher Mohamed Ben Zayed Al Nahyan, à l'occasion de la fête nationale de ce pays ami. Dans un télégramme officiel, le président Guelleh a formulé des vœux chaleureux de santé et de bonheur à cher Mohamed Ben Zayed, tout en souhaitant progrès, développement et prospérité au peuple émirati. Le chef de l'État a également saisi cette occasion pour saluer le rôle essentiel des Émirats dans le développement économique de la région et rappeler les relations privilégiées qui unissent Djibouti et les Émirats arabes unis. Je cite, nous n'aurons de cesse de travailler au renforcement des liens fructueux entre nos deux pays et nos deux peuples. À noter que des messages similaires ont été adressés aux deux vice-présidents des Émirats, cher Mohamed Ben Rachid Al Maktoum et cher Mansour Ben Zayed Al Nahyan, témoignant ainsi de l'importance des relations bilatérales entre Djibouti et les Émirats. Un geste d'amitié et de solidarité qui illustre une fois encore les liens étroits entre nos deux nations. Sous le haut patronage du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, une cérémonie s'est tenue ce matin au Palais du Peuple pour célébrer les 50 ans de l'alphabétisation en langue afar. Organisée par l'association Dimis et Redo, cette commémoration a mis à l'honneur la transcription officielle de la langue afar, adoptée en 1974 grâce aux travaux d'Ahmed Abdallah Dimis et d'Abdelkader Jamaleddine Redox. L'événement a rassemblé des personnalités politiques, des scientifiques, des universitaires, ainsi que des membres de l'Académie de la langue afar. Dans son discours, le Premier ministre a salué les efforts entrepris pour préserver et promouvoir cette langue, tout en appelant à un renforcement de la coopération entre les institutions pour garantir sa pérennité. Madame Halima Aden, présidente de l'association, a souligné l'importance symbolique de cet anniversaire pour l'avenir de la langue afar. Elle a également évoqué les défis posés par l'ère numérique tout en explorant les perspectives pour transmettre cet héritage aux générations futures. Madame Halima Aden, présidente de l'association, a déclaré dans son discours: cette célébration marque un tournant décisif dans la reconnaissance et la préservation de notre langue maternelle. Depuis 50 ans, nous avons accompli un parcours remarquable, guidé par des figures visionnaires comme Ahmed Abdallah Dimis et Abdelkader Jamaleddine. Elle a ajouté, à l'ère du numérique, où les modes de transmission évoluent rapidement, notre mission est claire: préparer un avenir où la langue afar ne sera pas seulement conservée, mais véritablement revitalisée. Nous devons veiller à ce que nos enfants continuent de porter cet héritage avec fierté. Elle a conclu en lançant un appel à l'action, exhortant tous les acteurs à unir leurs efforts pour préserver ce patrimoine inestimable.
Les membres de la délégation du Samara se sont tour à tour exprimés et ont déclaré: Nous sommes honorés de participer à cette célébration historique qui transcende les frontières, ni tous les locuteurs de la langue afar. La transcription officielle de 1974 a constitué une pierre angulaire pour notre communauté en renforçant notre identité culturelle et en permettant la transmission de nos savoirs aux générations futures. Ils ont également exprimé leur souhait que cet esprit de coopération perdure et que des projets transfrontaliers continuent de renforcer les liens entre nos peuples. Et lors de son allocution, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a félicité Madame Aliou, présidente de l'association d'Imi Seredo, ainsi que toutes les personnes ayant contribué à l'organisation de cet événement. Il a exprimé sa reconnaissance envers le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, pour son engagement constant en faveur de la promotion des langues locales, notamment l'afar et le somali. Le Premier ministre a rappelé que la transcription de la langue afar avait vu le jour à Mogadiscio en 1974 et il a salué l'ancien président somalien Feu Ziad Barre pour son rôle dans la transcription des langues couchitiques telles que le somali, l'afar et le roman. Une langue qui n'est pas écrite est vouée à disparaître. Et si une langue disparaît, c'est tout un peuple qui risque de disparaître, a-t-il déclaré à l'occasion du 50e anniversaire de l'adoption de l'alphabet afar. Lors de la cérémonie marquant les 50 ans de l'alphabétisation en langue afar, un moment fort a été la remise de distinctions honorifiques. L'association d'Imi Seredo a saisi cette occasion pour exprimer sa gratitude envers les personnalités et organisations ayant œuvré pour la préservation et la promotion de langue afar. Le Premier ministre a été distingué par un cadeau symbolique en reconnaissance de son soutien constant à cet événement et à la cause qu'il représente. Des cadeaux ont été également remis à des associations afar emblématiques telles que l'UDC, Afar Pen, Temao et Eglamao en hommage à leur rôle essentiel dans le rayonnement de la culture et de la langue afar. Ces gestes de reconnaissance ont illustré l'importance de la collaboration et de l'engagement collectif dans la préservation d'un patrimoine commun. Ce dimanche, une étape majeure a été franchie dans la lutte contre les violences basées sur le genre et la promotion de l'autonomisation des femmes. Le ministère de la Femme et de la Famille a procédé au lancement officiel d'un ambitieux programme de renforcement des capacités en faveur de 1000 jeunes filles. Ce projet, financé par le Fonds japonais pour le développement social et mis en œuvre avec le soutien de la Banque mondiale, vise à renforcer la résilience des femmes et de leur communauté face aux inégalités et violences de genre. Il s'inscrit dans une démarche globale qui met l'accent sur la formation, le développement de compétences et l'employabilité. Dans ce cadre, les bénéficiaires recevront non seulement une formation professionnelle, mais également une subvention pour initier leur micro-entreprise, contribuant ainsi à leur autonomisation économique. La cérémonie a réuni plusieurs personnalités, parmi lesquelles la ministre de la Femme et de la Famille, des représentants de l'ambassade du Japon, de la Banque mondiale et de la société civile. Ces acteurs ont présenté le contenu des formations qui concerneront les jeunes filles des quartiers de la commune de Blaos et de Belma. Ce programme témoigne de l'engagement du gouvernement et de ses partenaires à bâtir une société plus équitable où les femmes et les jeunes filles jouent un rôle central dans le développement durable de leur communauté, un projet porteur d'espoir pour l'avenir. Conçu par la Banque mondiale sur financement du Fonds japonais de développement social, il vise à améliorer les moyens de subsistance des femmes les plus vulnérables de Blaos et de Balbala en tant qu'outil de prévention de la violence basée sur le genre pour les bénéficiaires. La représentante de la Banque mondiale à Djibouti et le chargé d'affaires de l'ambassade du Japon ont partagé leurs perspectives sur cette initiative. Écoutons leurs interventions.
C'est avec un grand plaisir que je suis parmi vous aujourd'hui pour assister au lancement des activités de soutien aux moyens de subsistance pour vous, jeunes femmes bénéficiaires du projet d'appui à la résilience des femmes et de leur communauté dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Donc, c'est l'acronyme PAR VBG. Tout d'abord, c'est de remercier sincèrement le gouvernement du Japon pour le financement de ce projet à travers le Fonds japonais de développement social. Au-delà de ce projet, le Japon est un des financiers les plus importants du groupe de la Banque mondiale, donc au-delà de Djibouti. Donc vraiment, nos remerciements sincères pour tout le soutien que vous apportez au groupe de la Banque mondiale et tous les pays en développement qui en bénéficient. Et vous êtes également, bien entendu, un financier important pour les projets menés directement par la société civile. Ça, c'est également un point important qu'il faut souligner. Mes félicitations également au ministère de la Femme et de la Famille, avec lequel nous travaillons beaucoup, étroitement, pour votre engagement dans la réalisation de ce projet ambitieux. Et tout d'abord, permettez-moi d'exprimer notre profond respect pour les efforts sans cesse du gouvernement de Djibouti visant à réaliser l'égalité des sexes et faire progresser l'émancipation des femmes. Le démarrage de ce projet d'appui à la résilience des femmes et de leur communauté face à la violence basée sur le genre constitue une étape importante vers la réalisation de la vision Djibouti 2035. Ce projet, mis en œuvre grâce au financement de 3 millions de dollars américains, vise à favoriser l'autonomie économique des femmes à travers des activités telles que des formations et de coaching en entrepreneuriat. Et passons maintenant à l'intervention de Madame la ministre de la Femme et de la Famille qui souligne les enjeux et les ambitions de ce projet. Aujourd'hui sera lancé le programme de formation du programme PAR VBG, programme d'appui à la résilience des femmes et de leur communauté face à la violence basée sur le genre. Ce projet qui est financé sur fonds japonais administré par la Banque mondiale au niveau du ministère de la Femme qui joue le rôle de coordination nationale et en collaboration étroite avec l'Union nationale des femmes djiboutiennes. Ce projet a pour objectif global de lutter contre les vulnérabilités socio-économiques qui touchent principalement les jeunes filles et femmes victimes ou exposées à des violences basées sur le genre. Il vise à les accompagner sur le chemin de la résilience en leur offrant des opportunités concrètes d'émancipation économique et sociale. La composante formation et accompagnement vers l'entrepreneuriat que nous introduisons aujourd'hui s'intègre parfaitement dans cet objectif global. Pourquoi? Parce qu'en formant ces 1000 jeunes filles à l'entrepreneuriat et en leur offrant des subventions pour démarrer des activités génératrices de revenus, nous leur donnons les moyens de transformer leur réalité, de construire des sources de revenus durables et de devenir des actrices du développement économique de leur communauté. En d'autres termes, en leur donnant les clés pour devenir autonomes, confiantes et résilientes face aux défis de la vie. Mesdames et messieurs, permettez-moi d'exprimer également que ce programme de formation constitue des étapes vers l'autonomisation et la transformation sociale. Ce programme permettra d'acquérir des compétences entrepreneuriales et sociales, de concevoir et développer des propres projets générateurs de revenus, de bénéficier d'un accompagnement personnalisé à travers des séances de coaching, de bénéficier de subventions pour les 1000 jeunes filles pour lancer leur activité et de rejoindre un groupe dynamique de femmes entrepreneurs solidaires et prêtes à entraider. En somme, ce programme n'est pas seulement une formation, mais une porte ouverte vers l'avenir. Dans cette édition ce soir, nous mettons à l'honneur une initiative qui illustre l'engagement en faveur de l'inclusion et de l'égalité des chances à l'occasion de la 6e édition de la Semaine nationale du handicap. Une cérémonie s'est tenue ce matin pour lancer une formation dédiée à 150 personnes en situation de handicap récemment recrutées dans l'administration publique. Cette formation organisée par l'Agence nationale des personnes handicapées en collaboration avec l'Institut national
d'administration publique a pour but de renforcer les compétences professionnelles des participants en leur offrant des outils nécessaires pour réussir dans leurs fonctions administratives. Présidée par le ministre du Travail, Omar Abdi Saïd, cette cérémonie a également réuni le directeur général de la NPH, de Ali Saïd, et d'autres acteurs majeurs, comme les responsables de l'INAP et de l'ANIFIP. L'objectif est clair, promouvoir l'autonomie, valoriser la diversité et inscrire ces 150 nouvelles recrues dans une dynamique d'excellence professionnelle. Une initiative forte qui souligne l'importance de garantir à chacun un accès équitable à la formation et à l'emploi, tout en célébrant l'inclusion comme une richesse pour notre société. Lors de son intervention à l'occasion de la 6e édition de la Semaine nationale des personnes handicapées, le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées a souligné l'importance de la formation en gestion administrative lancée pour les 150 personnes vivant avec handicap recrutées dans divers ministères. Il a rappelé que cette initiative reflète l'engagement du gouvernement à promouvoir une société inclusive en renforçant les compétences professionnelles des jeunes et en favorisant leur autonomie au travail. Écoutons à présent un extrait du discours du ministre du Travail. Sous l'ambition visionnaire de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Ismaël Omar Guelleh, nous avons fait de l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap une priorité nationale. Cette journée est la concrétisation tangible de cet engagement, fruit d'un travail acharné et d'une volonté politique ferme. Vous êtes aujourd'hui 150 fonctionnaires qui rejoignent les rangs de notre administration publique, apportant avec vous des compétences, des talents et des expériences uniques. Je tiens à vous féliciter chaleureusement et à saluer l'engagement de tous ceux qui ont contribué à rendre cela possible, notamment l'INAP et l'Agence des personnes handicapées dont le travail acharné et la détermination ont été capitales. Chers fonctionnaires, votre présence ici est une reconnaissance de vos compétences et de vos potentiels, une reconnaissance qui dépasse les seules considérations technocratiques pour toucher à l'humain. Vous êtes des fonctionnaires à part entière. Vous avez les mêmes droits et les mêmes avantages et les mêmes devoirs que vos collègues qui sont dans l'administration. Votre handicap ne doit jamais être un frein à votre ambition, à votre efficacité ou à votre contribution aux résultats que nous attendons de vous. Au contraire, nous comptons sur votre regard unique et vos expériences pour enrichir l'administration et la rendre plus inclusive. Ce programme de formation vous permettra de vous perfectionner sur des thèmes essentiels tels que l'éthique, la déontologie, le leadership et d'autres compétences techniques qui renforceront vos savoir-faire. Ces formations sont conçues pour vous permettre de progresser, de grandir et de vous adapter aux défis quotidiens de notre administration. L'Agence nationale des personnes handicapées, en collaboration avec le secrétariat d'État au sport, a organisé dans l'après-midi d'hier au stade Roi Fahad de Balbala une activité sportive inclusive. Cette initiative qui s'inscrit dans le cadre de la 6e édition de la Semaine nationale du handicap avait pour thème le sport, un droit pour tous, une passion pour chacun. Elle marque les premiers pas vers le développement et la promotion de l'handisport à Djibouti. La journée a permis de valoriser le sport comme un vecteur d'inclusion tout en offrant un moment de partage et de divertissement aux personnes en situation de handicap. Plusieurs disciplines ont été proposées allant de la marche inclusive à une course en passant par un match de football, du tennis de table et de la pétanque. Au-delà de l'aspect sportif, cet événement a été un espace de rencontre et d'échange, mettant en lumière l'importance de l'égalité des chances et de la participation active des personnes en situation de handicap dans toutes les sphères de la société. La manifestation a rassemblé plusieurs personnalités, dont le directeur de la NPH, le colonel de la garde des côtes, ainsi que d'autres responsables de l'agence et du secrétariat d'État chargé des sports. À l'issue
des activités, des trophées ont été remis aux participants pour célébrer leur performance et leur engagement. Prenons la parole, le directeur général de la NPH a souligné que cette initiative s'inscrit dans une démarche globale visant à renforcer et promouvoir les initiatives sportives inclusives à Djibouti pour faire du sport un véritable outil d'intégration et de cohésion sociale. Et nous passons à présent à un sujet essentiel pour l'avenir et la sécurité de notre pays. Le secrétariat de la gestion des risques et des catastrophes, en collaboration avec le Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes, a organisé aujourd'hui un atelier majeur. Cet événement avait pour objectif de présenter la stratégie nationale pour la réduction des risques de catastrophes ainsi que son plan d'action. Une étape cruciale qui mobilise des représentants des institutions publiques, du secteur privé, de la société civile et des partenaires internationaux. Ensemble, ils visent à renforcer la résilience de notre pays face aux catastrophes naturelles et aux crises anthropiques. La stratégie nationale alignée sur le cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophes 2015-2030 met en avant des priorités clés: comprendre et évaluer les risques, améliorer la gouvernance, investir de manière ciblée dans la prévention et renforcer la résilience face aux crises. On va investir dans la réduction et la prévention des risques, on va économiser beaucoup de dollars après en dégâts et en dommages personnels et même en salvage de vie. On sait déjà qu'avec les changements climatiques, les scientifiques nous ont dit à Djibouti, on va avoir plus de sécheresse, on va avoir plus d'inondations, ça sera plus suivant qu'il y a des WAD que de temps en temps on va venir plein de l'eau avec la force. On sait aussi, on a l'information que le niveau de la mer va continuer à monter. Donc, et on sait aussi, nous sommes au courant que nous sommes dans une zone sismique et qu'il y a les risques de tremblements de terre. Donc, heureusement, la science nous a dit, il nous a donné l'information que il y a beaucoup d'échanges qui vont arriver à Djibouti. Vous allez travailler aujourd'hui, quelle sera la stratégie pour réduire les risques quand cet événement arrive. Il y a des mois de dommages possibles et les mois de perte de vie et de souffrance possibles. Lors de l'ouverture de l'atelier, M. Ahmed Mohamed Madal, secrétaire exécutif de la gestion des risques et des catastrophes, a souligné l'importance de renforcer les efforts pour ce projet. De son côté, le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, Suleiman Momen Roble, a insisté sur la nécessité d'une gouvernance forte et coordonnée pour faire face aux défis liés aux risques. C'est un grand honneur pour moi de vous souhaiter la bienvenue à notre atelier consacré sur la présentation de la nouvelle stratégie nationale pour la réduction des risques de catastrophes et de son plan d'action. Comme vous le savez, le document sur la stratégie a été élaboré par le consultant Dr Bourg avec le soutien du Bureau des Nations Unies chargé de la gestion des risques et des catastrophes des pays arabes. Je tiens à vous informer qu'un autre atelier d'évaluation de notre stratégie et de son plan d'action est prévu au début du mois de février 2025. Par ailleurs, je profite de cette occasion pour vous annoncer que le président du comité technique a constitué un comité restreint chargé d'assister le consultant dans la consolidation et l'optimisation de ce document stratégique. C'est un honneur pour moi de vous accueillir à cet atelier consacré à la révision de la stratégie nationale pour la réduction des risques et des catastrophes. Cet événement est organisé avec le soutien du Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques et des catastrophes pour les pays arabes. Plus de
18 ans après l'adoption de la première stratégie en 2005, nous pouvons affirmer que les défis auxquels nous sommes confrontés ont évolué de manière significative. Les catastrophes naturelles sont devenues non seulement plus fréquentes, mais aussi plus violentes. Toutefois, cette révision de la stratégie ne doit pas être perçue uniquement comme une réponse aux défis actuels, mais comme une véritable opportunité. Une opportunité d'apprendre des erreurs du passé et de mettre en place une approche plus ambitieuse, plus inclusive et surtout plus proactive. L'actualité économique et infrastructurelle à présent, la 19e réunion ordinaire du Conseil d'administration d'Ethio-Djibouti Railway s'est tenue jeudi à Addis Abeba en Éthiopie. Cette société ferroviaire, véritable pilier du développement régional, poursuit son ambition, garantir un transport ferroviaire fiable et efficace entre Djibouti et l'Éthiopie. 3 questions clés figuraient à l'ordre du jour. Le plan stratégique 2025-2027 visant à accroître le volume de trafic ferroviaire de manière significative. La réorganisation de la société avec un redéploiement du personnel et une optimisation des ressources pour répondre aux nouveaux défis en matière de logistique, d'opération et de maintenance. Et 3e question donc clé à l'ordre du jour, la facilitation des mobilités transfrontalières, notamment pour le personnel clé et les équipements de l'entreprise, en supprimant les restrictions liées au visa. Cette dernière proposition a reçu un avis favorable et sera soumise à la prochaine réunion de la commission mixte ministérielle prévue ici à Djibouti sous l'égide des ministres des Transports des 2 pays. Autre information, l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD, a organisé aujourd'hui une cérémonie marquant la déclaration publique d'abandon total de toute forme des mutilations génitales féminines. C'était donc à Balbala 11 et 12 en collaboration avec le FNUAP et l'UNICEF. Eh bien, cette cérémonie, empreinte d'émotion et de détermination, a réuni de nombreuses personnalités, dont les responsables de l'UNFD, le président de la commune de Balbala, les chefs de quartier, ainsi que les membres des comités gestionnaires de Balbala 11 et 12. Étaient également présents des représentants du comité local de lutte contre les MGF, des leaders communautaires et de nombreux citoyens. Ensemble, ils ont réaffirmé leur engagement à protéger les filles et les femmes contre les graves conséquences de cette pratique. La déclaration publique constitue bien plus qu'un simple acte symbolique, elle marque un tournant décisif en sensibilisant davantage les communautés aux dangers des MGF et en défendant les droits humains fondamentaux. Les leaders communautaires ont souligné l'importance de surveiller et de signaler toute pratique de MGF pour garantir le respect de cet engagement. De leur côté, l'UNFD, l'UNICEF et le FNUAP, en partenariat avec les communautés locales, continueront de mener des actions déterminantes afin d'éradiquer cette pratique à l'échelle nationale. A dit que la lutte contre la contrebande ne faiblit pas grâce à la vigilance de la brigade des douanes dirigée par Omar Moussa avec le soutien des forces armées. Ce week-end, une importante quantité de contrebande a été saisie lors d'une opération menée dans le village de Tewao, près de Dikil. Les éléments de la brigade des douanes, en étroite collaboration avec les forces armées de la région, ont intercepté un convoi transportant 15 colis de chacun pesant 50 kg. Ces colis portés à dos par des individus représentaient un total de plus de 750 kg de marchandises. Cependant, les transporteurs ont pris la fuite avant d'être appréhendés. Selon les autorités, cette quantité de khat était destinée au marché régional et national où elle aurait été vendue illégalement, échappant ainsi aux taxes. Comme le veut la procédure, la marchandise saisie a été immédiatement détruite par incinération dans la caserne militaire de Dikil. Le directeur général des douanes, Gouled Ahmed Youssouf, a salué l'efficacité et la coopération des douaniers et des forces armées de Dikil qui ont permis de réaliser cette importante saisie.
Dans l'actualité internationale, à donc Nabatieh, les habitants et commerçants commencent à nettoyer et reconstruire après les destructions causées par les frappes israéliennes suite à l'accord de cessez-le-feu entre le Hezbollah et Israël. Le point, ces séquences. Au Liban, les habitants et les commerçants de la ville libanaise de Nabatieh ont déblayé les débris et commencé à reconstruire leur commerce après leur retour de la ville. C'était samedi. Et ce, suite à l'accord de cessez-le-feu entre le Hezbollah et Israël. Au cours des 2 derniers mois, des frappes aériennes israéliennes intenses ont rasé des quartiers entiers dans l'est et le sud du Liban, ainsi que dans la banlieue sud de Beyrouth. Près de 1,2 million de personnes ont été déplacées. C'est la fin de votre journal télévisé. Merci de votre fidélité et de votre attention. Restez avec nous pour la suite de la soirée et à demain pour de nouvelles informations. Excellente nuit à tous.